Le brouillard de la Garonne est une chose vivante. Il s'infiltre chaque matin dans les rues de Bordeaux, lourd et humide, un suaire gris qui étouffe les dorures des façades et le cri des mouettes. Depuis ma fenêtre, je le regarde enrouler ses doigts fantomatiques autour des mâts des navires qui attendent dans le port, ce cœur battant et sale de la ville dont les murmures me parviennent, assourdis par les vitres épaisses de mon hôtel particulier. L'air sent la pierre mouillée, le charbon et une richesse si ancienne qu'elle a l'odeur de la poussière. C'est une odeur de cage, une cage vaste et opulente, mais dont les barreaux sont faits de cette brume tenace qui imprègne tout, jusqu'à l'âme. Chaque jour commence ainsi, par ce rappel silencieux que même le ciel est ici une prison, un plafond bas et oppressant qui pèse sur mes épaules avant même que je n'ai quitté ma chambre. Mon foyer n'est pas une maison, c'est un mausolée dédié au nom des Delorme. Chaque meuble en bois sombre, chaque penture de velours lourd semble avoir absorbé des décennies de silence et de soupirs contenus. Le marbre des sols est froid sous mes chaussons, même en été, et le craquement du parquet sous mes pas est le seul son qui ose troubler la quiétude mortifère des lieux. L'air y est stagnant, imprégné d'une odeur de cire d'abeille et de secrets bien gardés. Les portraits de mes beaux-parents me toisent depuis les murs, leur regard peint me rappelant constamment mon devoir. Perpétuer la lignée, maintenir les apparences, être une statue impeccable dans ce décor figé. Je me déplace dans ces pièces comme un fantôme, une présence tolérée tant qu'elle ne fait pas de bruit, tant qu'elle ne dérange pas l'ordre immuable des objets et des convenances. Mes journées se ressemblent avec une précision cruelle, réglées par des rituels qui ont perdu tout leur sens. Le matin, la broderie, mes doigts piquant la toile dans un rythme hypnotique qui endort mon esprit. L'après-midi, les visites de courtoisie où j'échange des platitudes avec des femmes dont les vies sont des miroirs de la mienne, nos sourires aussi tendus que les fils de nos corsets. Nous parlons du temps, des derniers sermons, de la santé chancelante d'une connaissance commune, mais jamais de ce qui gronde en nous. C'est une pièce de théâtre jouée à la perfection, où chaque geste est codifié, chaque mot pesé. Je suis Agnès Delorme, une poupée de porcelaine assise bien droite dans son salon, un oiseau dont on a coupé les ailes pour mieux admirer son plumage, oubliant qu'un oiseau qui ne vole pas est déjà à moitié mort. Je ne suis jamais seul. Même lorsque mon mari est à son comptoir au port, la maison est peuplée d'ombres silencieuses. Les domestiques glissent le long des murs, leurs pas feutrés, leurs visages impassibles. Ils sont les gardiens de ma prison, les yeux et les oreilles de mon mari. Je sens leur regard sur ma nuque lorsque je lis une lettre, lorsque je m'attarde un peu trop longtemps devant la fenêtre. Ils n'ont pas besoin de parler, leur simple présence est une surveillance constante. Chaque assiette qu'ils posent devant moi, chaque bûche qu'ils ajoutent au feu est un acte de service qui est aussi un acte de contrôle. Ils connaissent le rythme de ma respiration, la nature de mes insomnies. Leur loyauté n'est pas à moi, mais à la maison, à l'institution que représente le nom Delorme, et je ne suis qu'une pièce fragile de cette mécanique bien huilée. L'arrivée de Victor, mon mari, est un événement sonore qui brise la monotonie. Ses bottes résonnent sur le marbre de l'entrée avec une autorité qui fait trembler l'air. Sa voix, lorsqu'il donne des ordres aux valets, est grave et ne s'élève jamais, car elle n'en a pas besoin. Son pouvoir est si absolu qu'il s'exprime dans le calme. Quand il entre dans le salon où je l'attends, il apporte avec lui l'odeur du monde extérieur, un mélange de tabac, de cuir et de l'air salin des quais. Il est le système fait homme, une incarnation de l'ordre, du commerce et de la propriété. Il me salue d'un baiser sur le front, un contact froid et bref qui est moins une marque d'affection qu'une prise de possession, un rappel quotidien que je lui appartiens, corps et âme, comme cet hôtel particulier, comme ses navires et comme sa réputation. Le dîner est le rituel le plus cruel. Nous nous asseyons l'un en face de l'autre à la longue table polie, séparés par un océan de silence que seul le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine et le service discret du maître d'hôtel osent traverser. Victor mange avec méthode, le regard fixé sur son assiette, l'esprit occupé par ses affaires, ses comptes, ses stratégies. Il ne me pose jamais de questions sur ma journée, car il la connaît déjà, il l'a organisée. Parfois, il me fait part d'une nouvelle politique, d'un contrat signé, non pour partager, mais pour m'instruire, pour que je sache comment me comporter lors du prochain dîner mondain. Je mâche des mets délicats qui n'ont aucun goût, je bois un vin prestigieux qui a la saveur de l'amertume, et je sens le poids de tout ce qui n'est pas dit s'épaissir entre nous jusqu'à devenir suffocant.
Les salons bordelais sont un champ de bataille où les armes sont les sourires et les mots à double sens. Lorsque nous sortons, je deviens une extension de la puissance de Victor. Ma robe doit être la plus élégante, mes bijoux les plus étincelants, mon maintien irréprochable. Je suis son plus bel atout, la preuve vivante de sa réussite. Je danse, je souris, je maintiens des conversations vides avec des hommes qui me regardent comme une jument primée et des femmes qui scrutent la moindre faille dans mon armure de bienséance. La chaleur des bougies, le son de l'orchestre et le parfum entêtant des fleurs se mêlent en une cacophonie sensorielle qui me donne le vertige. Dans cette foule, je me sens plus seul encore que dans le silence de ma maison, car ici, ma solitude est un spectacle public, une performance que je dois réussir sous peine de le déshonorer. Parfois, la voiture nous mène près des quais pour nous rendre à quelque entrepôt ou bureau. De derrière la vitre, je contemple un autre monde. Un monde de sueur, de cris, de muscles tendus et de visages marqués par le vent du large. Les hommes déchargent des tonneaux dans un vacarme assourdissant, leur chant rauque se mêlant au grincement des grues. L'air y est saturé d'odeurs fortes, de sel, de poissons, de goudron et d'épices lointaines. C'est un monde brutal, violent, mais terriblement vivant. Je vois des femmes aux mains cailleuses rire à gorge déployée, leur vitalité si insolente et si libre. Ce spectacle me fascine et me terrifie à la fois. C'est le chaos qui menace l'ordre de notre existence, une énergie brute et indomptable qui me rappelle que le sang qui coule dans mes veines est encore chaud malgré le froid qui m'entoure. Je me souviens de la baronne de Courcelles. Son nom n'est plus prononcé qu'à voix basse, comme une histoire pour effrayer les épouses désobéissantes. Une lettre égarée, un regard trop appuyé lors d'un bal, et sa vie fut anéantie. Son mari, sans un mot plus haut que l'autre, l'a simplement fait disparaître. On dit qu'elle vit recluse dans une de leurs terres en campagne, sans visite, sans correspondance, effacée du monde. Sa chute fut rapide, silencieuse et totale. Elle est devenue un fantôme, une leçon. Cette histoire hante mes pensées, car elle est la preuve tangible des conséquences. La punition ici n'est pas la mort du corps, mais celle de l'âme, une condamnation à une existence vide, à être enterrée vivante loin des yeux du monde. Chaque femme de ma condition connaît cette histoire, et nous la portons en nous comme un avertissement permanent. Mon véritable refuge est un endroit où nul ne peut entrer, un royaume secret bâti dans les recoins de mon esprit. C'est là que je garde les quelques souvenirs d'avant mon mariage, la sensation de l'air sous mes pieds nus, le goût des fruits cueillis à même l'arbre. C'est là aussi que naît une faim insatiable, une faim de mots, d'idées, de mondes qui existent au-delà des murs de ma prison. Je rêve de cartes géographiques, de récits de voyages, de poèmes qui parlent d'une passion que je ne connais pas. Mon mari méprise les romans, les jugeant pernicieux pour l'esprit féminin. Ma bibliothèque est remplie de livres de prières et de manuels de bonne tenue. Mais mon âme crie pour autre chose, pour une nourriture plus substantielle, pour une conversation où l'on ne me demanderait pas mon avis sur le menu, mais sur le monde. Ce soir, l'air est plus lourd que d'habitude. Une tension sourde plane sur la ville, comme le calme qui précède un orage dévastateur. Le silence dans la maison n'est plus seulement pesant, il est menaçant. Il me semble entendre des fissures se former dans les fondations de notre existence si bien ordonnées. Une chandelle a grésillé plus fort que de coutume, projetant mon ombre déformée sur le mur, et j'y ai vu un présage. Je ne sais pas encore quelle forme prendra la tempête, mais je la sens venir. C'est une certitude physique, un frisson qui parcourt ma peau. Quelque chose va se briser. L'ordre est trop parfait, le silence trop profond pour durer. Et au fond de moi, une part obscure et terrifiée de mon être attend cette rupture avec une impatience proche de l'espoir. Victor n'est pas un homme, il est une institution. Sa présence dans une pièce modifie la nature même de l'air, le rendant plus dense, plus difficile à respirer. Il incarne l'ordre immuable sur lequel Bordeaux a bâti sa fortune, un ordre de chiffres, de contrats et de réputation immaculée. Son pouvoir ne réside pas dans la colère ou les éclats de voix, mais dans un calme glacial, une certitude absolue de son bon droit. Il me regarde parfois par-dessus son journal, et dans ses yeux, je ne vois ni amour ni haine, mais le regard d'un propriétaire inspectant un bien précieux. Je suis sa plus belle acquisition, l'objet qui complète sa collection de succès.
Ma beauté, mon silence, ma soumission sont les garants de son honneur. Il ne me demande pas d'être heureuse, il exige que je sois impeccable. Ma tristesse, si elle devenait visible, serait une tache sur son nom, une imperfection intolérable dans la façade qu'il présente au monde. Sa violence est une chose subtile, une arme qui ne laisse aucune échymose sur la peau, mais dévaste l'âme. Elle s'exprime dans le choix des livres qu'il m'autorise à lire, écartant d'un geste dédaigneux tout roman ou poésie qu'il juge trop inflammable pour mon esprit. Elle se manifeste dans son silence lorsque je hasarde une opinion personnelle sur un sujet autre que la tenue de la maison, un silence qui me signifie que ma pensée n'a aucune valeur. Une fois, j'ai évoqué avec une passion mal contenue un article sur les explorations en Afrique. Il a posé ses couverts, a essuyé méticuleusement ses lèvres et m'a dit, d'une voix douce comme le poison, que l'imagination était une maladie pour les femmes de ma condition et qu'il veillerait à ce que je n'en sois pas affligé. Ce soir-là, j'ai compris que sa protection était la forme la plus parfaite de l'emprisonnement, une cage dont les barreaux étaient faits de sa bienveillance calculée. Mon corps est une terre qu'il possède, mais mon esprit cherche désespérément une fissure par où s'échapper. C'est dans une librairie de la rue Sainte-Catherine où j'étais venu commander des livres de prière sous l'œil vigilant de Madame de compagnie que je l'ai vu pour la première fois. Il n'était pas de notre monde. Ses vêtements étaient simples, son manteau usé au coude, mais il se tenait au milieu des étagères avec une assurance qui détonnait. Il ne feuilletait pas les livres, il les dévorait du regard, ses doigts longs et tachés d'encre caressant les reliures comme s'il s'agissait de peau vivante. Il était penché sur une carte immense étalée sur un comptoir, un monde de lignes et de noms exotiques qui semblait bien plus réel que les salons dorés où je passais mes jours. Son visage était grave, concentré, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu un homme qui ne cherchait pas à posséder le monde, mais à le comprendre. Je ne connaissais pas son nom, mais son image s'est gravée en moi. Je l'ai imaginé dans sa chambre, une mansarde sans doute, sous les toits de la ville, loin des avenues opulentes. Un lieu qui sentirait non pas la cire et le renfermé, mais l'encre de Chine, le papier jauni et le tabac froid. Un lieu rempli de livres interdits, de pamphlets politiques qui parlaient de liberté, d'égalité, de mots qui, dans ma maison, étaient considérés comme des obscénités. Je l'imaginais traçant des routes vers des terres inconnues, son esprit voyageant là où mon corps ne pourrait jamais aller. Cet homme, dont j'ignorais tout, représentait un univers entier de dangers et de promesses. Il était l'incarnation de la vie intellectuelle, de la passion qui anime une quête, de tout ce que Victor m'avait appris à craindre et que mon âme réclamait en silence, comme un affamé réclame du pain. Il s'appelle Julien Mareuil. Je l'ai appris par hasard, en entendant son nom chuchoter avec un mélange de mépris et d'inquiétude lors d'un dîner. Un cartographe, disait-on, mais aussi un républicain, un homme qui fréquentait des cercles où l'on rêvait de renverser l'Empire. Un esprit subversif. Ce mot, prononcé comme une condamnation par l'un des associés de mon mari, a résonné en moi comme une promesse. Julien Mareuil. Son nom avait une consonance douce et forte à la fois, comme la pluie sur l'ardoise. Il n'était plus une simple silhouette dans une librairie, il était devenu une idée, un symbole de résistance. Il était la preuve qu'un autre monde existait, juste de l'autre côté du brouillard, un monde où les pensées étaient des armes et où les cartes menaient non seulement à des continents lointains, mais peut-être aussi à une forme de liberté. Dès lors, mes journées ont changé de nature. La monotonie était toujours là, mais elle était maintenant habitée par une attente secrète. Chaque sortie en calèche devenait une quête, mes yeux balayant la foule dans l'espoir absurde et terrifiant de l'apercevoir. Le monde extérieur, autrefois une simple toile de fond pour ma solitude, était devenu une scène où un drame pouvait se jouer. Je sentais confusément que nos chemins étaient destinés à se croiser de nouveau. Ce n'était pas un espoir, mais une certitude inquiétante, comme le pressentiment d'un orage qui s'accumule à l'horizon. L'ordre rigide de ma vie était sur le point de se heurter à la force chaotique qu'il représentait, et je savais, avec une terreur mêlée d'une fascination coupable, que la collision serait dévastatrice et inévitable. Ce fut lors d'une conférence à l'Athénée, un lieu où mon mari m'envoyait parfois pour parfaire mon vernis de culture, que la collision eut lieu.
J'y assistais, accompagné de madame de compagnie, une femme au visage de fouine dont la seule fonction était de s'assurer que mes pensées ne s'égaraient pas au-delà des limites autorisées. L'orateur du jour, un géographe à la voix monocorde, dissertait sur les récentes explorations en Patagonie. La salle était chaude, remplie d'hommes d'âge mûr qui prenaient des notes avec un sérieux papal. L'air sentait le papier sec, la laine humide des redingotes et cette poussière intellectuelle qui s'accumule dans les lieux où l'on parle beaucoup sans jamais rien ressentir. J'étais une anomalie dans cet univers masculin, une fleur de serre chaude exposée à un climat trop aride, et je sentais sur moi le poids de leur condescendance polie. Et puis, je l'ai vu. Il n'était pas assis parmi les notables, mais debout près d'une immense carte murale déployée comme s'il en était le gardien. Il était celui que j'avais aperçu dans la librairie, Julien Mareuil. Sa présence ici était à la fois une évidence et un sacrilège. Il suivait le discours de l'orateur, non pas avec la déférence de l'auditoire, mais avec une intensité critique, ses yeux sombres passant de la carte à l'homme, une lueur de désaccord brillant dans son regard. Nos yeux se sont croisés par-delà l'assemblée silencieuse. Ce ne fut pas un regard de séduction, ni même de curiosité mondaine. C'était un regard de reconnaissance, un choc brutal et silencieux. Il m'a vu, non pas comme Madame Delorme, mais comme une autre prisonnière dans cette salle. Et dans cet instant suspendu, le bourdonnement de la conférence a disparu, ne laissant que le son assourdissant de mon propre cœur. Le destin, ou peut-être une force plus cruelle, a orchestré la suite. En me levant à la fin de la séance, mon manchon de fourrure a glissé de mes genoux et a roulé sur le parquet ciré, s'arrêtant à quelques pas de lui. Avant que madame de compagnie n'ait pu réagir, il s'était déjà penché avec une grâce surprenante pour le ramasser. Il s'est approché et l'espace qui nous séparait est devenu électrique, vibrant d'un danger palpable. Il m'a tendu le manchon et nos doigts se sont frôlés. C'était un contact infime, la chaleur de sa peau contre la mienne à travers le fin cuir de mon gant, mais il a envoyé une décharge à travers tout mon être. Il n'a rien dit de plus que les formules de politesse requises, mais sa voix, basse et grave, contenait une vibration qui semblait s'adresser directement à la part de moi qui était restée silencieuse depuis si longtemps. Alors qu'il se redressait, son regard s'est attardé sur moi une seconde de trop, une seconde où le monde entier semblait nous observer. Madame de compagnie s'était rapprochée, son expression un masque de suspicion à peine voilé. D'une voix si basse qu'elle était à peine un murmure, il a ajouté, comme pour justifier son audace, « Si les récits de voyage vous intéressent, madame, il existe des ouvrages qui décrivent ces terres avec une vérité que les conférences officielles ignorent souvent. » Il n'a pas nommé de titre, n'a pas donné d'auteur. C'était une phrase en suspens, une porte entr'ouverte sur un monde interdit. C'était plus qu'une suggestion littéraire, c'était une invitation à la subversion, une reconnaissance de ma faim secrète. Il avait lu en moi, en quelques secondes, ce que mon mari n'avait jamais cherché à voir en des années de mariage. Je suis reparti sans un mot de plus, le ramenant à sa place près des cartes et retournant à la mienne dans la cage dorée qui m'attendait. Mais quelque chose s'était brisé en moi. Le contact de sa main, l'écho de sa voix, la promesse de ses livres interdits avaient allumé une étincelle dans les ténèbres de mon existence. Dans la calèche qui me ramenait vers la prison silencieuse de mon hôtel particulier, je serrais mon manchon contre ma poitrine comme pour y garder la trace de sa chaleur. La peur était une chose froide et liquide dans mes veines, mais pour la première fois, elle était mêlée à une autre sensation, bien plus puissante et bien plus dangereuse, l'espoir. La question n'était plus de savoir si notre collision était inévitable, mais quand et comment j'allais cesser de la fuir pour aller à sa rencontre. La librairie devint notre sanctuaire et notre champ de mine. J'y retournais sous des prétextes de plus en plus fragiles, le cœur battant à chaque coin de rue, chaque calèche qui passait trop près de la mienne. Il m'y attendait, feignant de consulter un atlas, mais je savais qu'il gâtait ma silhouette à travers la vitrine embuée. Nos premiers échanges étaient des murmures volés entre les hautes étagères, nos corps jamais trop proches, séparés par des piles de livres qui semblaient être les seuls témoins bienveillants de notre transgression. L'air sentait le cuir et le papier ancien, une odeur de savoir et de temps suspendu qui contrastait violemment avec la peur glaciale qui me serrait la gorge. Il me parlait non pas de terres lointaines, mais du paysage de mon âme,
posant des questions sur les livres que j'aimais, sur les pensées que je n'osais formuler. Pour la première fois, quelqu'un me demandait qui j'étais, et non ce que je représentais. Il me tendit un livre un jour. Ce n'était pas un ouvrage de prière, ni un roman à l'eau de rose. C'était un recueil de poèmes d'un auteur exilé dont le simple nom était un anathème dans les salons de mon mari. Le volume était modeste, la couverture en carton usé, mais il pesait dans ma main comme un lingot de plomb. Le prendre était un acte irrévocable. Nos doigts se frôlaient de nouveau, mais cette fois, le contact fut plus long, une reconnaissance silencieuse du pacte que nous scellions. Je cachai le livre sous mon manteau, sentant sa forme rectangulaire contre mes côtes comme une blessure secrète. En quittant la boutique, le son de la clochette au-dessus de la porte me parut aussi assourdissant qu'un coup de canon, annonçant la trahison au monde entier. Je marchais dans les rues de Bordeaux, non plus comme Agnès Delorme, mais comme une conspiratrice portant la preuve de son crime. Ce livre devint mon compagnon nocturne. Une fois la maison endormie, une fois le souffle régulier de Victor dans la chambre voisine devenu une certitude, j'allumai une unique bougie. Ces flammes projetaient des ombres dansantes qui transformaient ma chambre en une grotte, un refuge hors du temps. Les mots de ce poète banni étaient une musique que je n'avais jamais entendue, parlant de liberté, d'amour charnel, de la tyrannie des faux-semblants. Chaque vers lu était une pierre que j'ôtais du mur de ma prison. Je lisais avec une faim qui me faisait mal, réalisant à quel point mon esprit avait été affamé. Mais la peur était toujours là, tapie dans l'ombre. Le moindre craquement du parquet me faisait sursauter, me forçant à cacher le livre sous mon oreiller, mon cœur battant la chamade. Ce petit objet était à la fois ma libération et ma potentielle condamnation à mort. Nos rencontres se firent plus audacieuses, migrant de la sécurité relative de la librairie vers des lieux plus isolés. Une église déserte en fin d'après-midi où nos voix basses se perdaient sous les voûtes immenses, le silence seulement troublé par le goutte à goutte de la cire des cierges. Nous nous asseyions sur des bancs séparés, comme deux étrangers en prière, mais nos regards se parlaient. Nos âmes conversaient à travers l'encens froid. C'est là qu'il me parla de lui, de son père, un imprimeur ruiné pour avoir publié des pamphlets républicains, de sa propre solitude dans une ville qui vénérait l'argent et méprisait les idées. Je lui parlais de la mienne, de cette opulence qui était la forme la plus raffinée de la misère, du silence qui était le son de ma vie. Nous étions deux prisonniers comparant les barreaux de nos cellules respectives, trouvant dans cette confession mutuelle un réconfort aussi profond que dangereux. Le monde autour de moi semblait s'être doté de 1000 yeux et de 1000 oreilles. Je sentais le regard de ma femme de chambre s'attarder sur moi lorsque je revenais de mes sorties, cherchant une trace de boue sur mes bottines, un éclat inhabituel dans mes yeux. Le valet semblait noter la fréquence de mes visites à la librairie. Même Victor, absorbé par ses affaires, me jeta un soir un regard plus scrutateur que d'habitude, me demandant pourquoi j'avais l'air si pensive. Chaque question était une accusation potentielle, chaque observation une menace. La maison, autrefois simplement oppressive, était devenue un piège actif. Les murs n'étaient plus seulement des témoins silencieux, ils étaient les complices de mon geôlier. Je me déplaçais avec une prudence de chaque instant, apprenant à maîtriser mon visage, à composer un masque de sérénité sur un océan de terreur. Julien me raconta, une nuit, alors que nous nous abritons de la brune sous le porche d'un entrepôt désaffecté sur les quais, l'histoire de sa cicatrice au-dessus du sourcil. Une altercation avec des nervis de l'Empire lors d'une réunion politique clandestine. Il en parlait sans emphase, avec une sorte de lassitude triste, mais je sentais la passion qui brûlait sous le calme de sa voix. En écoutant son récit, je compris que sa lutte pour la liberté n'était pas une abstraction intellectuelle, mais une réalité inscrite dans sa chair. Ce soir-là, il cessa d'être pour moi un simple symbole d'érasion. Il devint un homme, vulnérable et réel, un homme dont la souffrance faisait écho à la mienne, bien que leurs formes fussent différentes. Je posai timidement le bout de mes doigts sur sa cicatrice, et ce geste, ce contact avec une douleur passée, créa entre nous un lien plus fort que tous les poèmes du monde. Le danger se matérialisa un après-midi. Nous étions dans un petit jardin public, caché derrière un massif de buis, lorsque la calèche de mon mari passa au bout de l'allée.
Je l'ai reconnu à l'instant, au blason des Delorme peint sur la portière, au trotte particulier des chevaux. Le temps se figea, mon sang se glaça dans mes veines. Julien me tira plus profondément dans l'ombre, son bras se refermant sur moi dans un geste protecteur. Je n'osais plus respirer. J'entendais le bruit des roues sur le gravier, le claquement du fouet du cocher, des sons familiers qui étaient devenus ceux de mon exécution imminente. La calèche passa sans s'arrêter. Victor n'avait rien vu. Mais lorsque le bruit s'évanouit, je tremblais de tous mes membres, incapable de me tenir debout. Il me soutint, son visage pâle et grave, et dans le silence qui suivit, nous prîmes la pleine mesure de l'abîme au bord duquel nous dansions. Cette peur partagée ne nous sépara pas, elle nous souda. Elle devint le ciment de notre relation, un poison qui était aussi un élixir. Chaque rencontre était désormais une victoire sur la mort, un instant de vie volé à un destin qui nous condamnait. Notre curiosité mutuelle s'était transformée en une nécessité vitale. Je n'allais plus à sa rencontre pour fuir ma vie, mais pour en trouver une. Loin d'être un simple divertissement intellectuel, nos conversations étaient devenues le seul endroit où je pouvais respirer. Il était mon unique confident, le seul être humain devant qui je pouvais déposer mon masque et laisser paraître la fatigue et la tristesse qui me rongeaient. Il ne cherchait pas à me sauver, il se contentait de m'écouter, et cet acte simple était le plus grand cadeau que l'on m'eût jamais fait. Lors de notre rendez-vous suivant, dans la pénombre d'une remise prêtée par l'un de ses amis républicains, l'air chargé de l'odeur du foin et du cuir, il prit ma main. Ce ne fut pas un frôlement accidentel, mais une prise de possession douce et ferme. Il ne la porta pas à ses lèvres comme l'aurait fait un galant de salon. Il la garda simplement dans la sienne, ses doigts entrelacés aux miens, sa paume chaude et légèrement cailleuse contre ma peau. Nous restâmes ainsi, en silence, pendant de longues minutes, écoutant le bruit de la pluie sur le toit de tôle. Ce contact était une déclaration, une promesse et un aveu. C'était un geste d'une intimité si profonde qu'il en devenait presque insoutenable. Je sentis les larmes monter à mes yeux, non pas de tristesse, mais d'un soulagement si intense qu'il en était douloureux. J'existais, j'étais là. En rentrant ce soir-là, je savais que plus rien ne serait comme avant. La ligne avait été franchie. Il n'y avait plus de retour possible. La peur qui m'avait accompagné comme une ombre depuis le début s'était muée en une sorte de détermination funeste. Je ne savais pas où ce chemin nous mènerait, mais je savais que je le suivrais jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. L'idée de retourner à ma vie d'avant, à ce silence, à cette solitude glaciale, était devenue plus terrifiante que la perspective du scandale ou de la ruine. Julien m'avait offert la clé de ma cage, et même si la porte s'ouvrait sur un précipice, je ne pouvais plus me résoudre à rester enfermé. Pour la première fois de ma vie, j'allais choisir. Et ce choix, je le sentais, serait celui de la vie, même si elle devait me coûter la mienne. La pluie avait cessé, laissant sur la ville une odeur de terre mouillée et de pierres froides. Sa chambre mansardée sous les toits de Bordeaux n'était pas un refuge, mais un précipice consenti. Y monter fut le dernier pas d'une longue chute que j'avais moi-même amorcée. L'escalier étroit sentait le bois humide et la pauvreté, un parfum si étranger à ma vie qu'il en était presque exotique. L'air, dans sa pièce unique, était chargé de l'odeur de l'encre, du papier et du tabac froid, une atmosphère de labeur intellectuel et de solitude. Il n'y avait aucun luxe, seulement des piles de livres, des cartes déroulées comme des peaux de bêtes anciennes et un lit étroit contre le mur. Il se tenait près de l'unique lucarne, sa silhouette découpée par la lumière grise du crépuscule. En fermant la porte derrière moi, le bruit du loquet qui s'enclenchait résonna non pas comme une protection, mais comme le son d'une serrure de cellule qui se referme définitivement. Il ne dit rien. Il s'approcha simplement, et le silence entre nous était si dense qu'il semblait solide. Il leva une main, non pour me caresser, mais pour écarter une mèche de cheveux humides de mon front. Ses doigts étaient rêches, marqués par son travail, et ce contact, cette texture inconnue sur ma peau, fut une déflagration. Puis il m'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre, ni un baiser volé dans la précipitation de la peur. C'était une collision, une rencontre désespérée de deux bouches qui avaient trop longtemps gardé le silence. Il y avait le goût de la brune sur ses lèvres, le goût du monde extérieur, un monde de vent et de liberté. Je sentis mes forces m'abandonner, non par faiblesse, mais parce que je déposais enfin les armes.
Pour la première fois, je n'étais plus Agnès Delorme, la femme du négociant. J'étais simplement une femme, vivante et terrifiée, dans les bras de l'unique homme qui avait vu au-delà de ma parure. Les gestes qui suivirent furent lents, presque cérémonieux, empreints d'une gravité sacrée. Il défit les lacets de ma robe, non avec l'impatience d'un amant, mais avec le soin d'un libérateur qui dénoue des entraves. Chaque couche de tissu qui tombait à mes pieds était une strate de ma vie antérieure que j'abandonnais. Le velours de la bienséance, la soie de la réputation, le corset de la soumission. Être nu devant lui, dans la lumière blafarde de cette mansarde, était l'acte le plus terrifiant et le plus libérateur de mon existence. Ce n'était pas une reddition, mais une reconquête. Nos corps se trouvèrent avec une sorte de reconnaissance primitive, deux solitudes cherchant une chaleur éphémère contre le froid du monde. Ce n'était pas l'amour tel que les poètes le décrivent, c'était quelque chose de plus brut, de plus essentiel, un acte de survie, une révolte silencieuse menée avec la seule arme qui nous restait, nos propres chairs. Après, étendus l'un contre l'autre dans le silence, la réalité s'infiltra de nouveau dans la pièce par la lucarne, portée par les bruits de la ville qui s'éveillait à la nuit. Le cri lointain d'un marin sur les quais, la cloche d'une église sonnant une heure que je ne voulais pas connaître. Chaque son était un rappel du monde auquel nous avions tourné le dos, un monde qui ne nous pardonnerait pas. Je sentis un frisson parcourir ma peau et ce n'était plus le froid de la pièce, c'était la peur, revenue en force, glaciale et lucide. Je regardais son visage dans la pénombre, les lignes de fatigue autour de ses yeux, la cicatrice sur son front. Nous avions partagé un instant d'éternité, mais cet instant était terminé. Nous étions redevenus ce que nous n'avions jamais cessé d'être, une femme mariée de la haute bourgeoisie et un cartographe subversif. Et le poids de ce que nous venions de commettre s'abattit sur nous, lourd et irrévocable. Le départ fut la chose la plus douloureuse. Me rhabiller, c'était remettre mon armure, redevenir la statue que j'étais. Chaque bouton refermé était un adieu. Il ne tenta pas de me retenir, car nous savions tous deux qu'il n'y avait pas d'avenir. Il n'y avait que ce moment, déjà transformé en un souvenir dangereux. Sur le seuil, nos yeux se croisèrent une dernière fois. Il n'y avait nulle promesse dans son regard, seulement la tristesse infinie de ceux qui savent que la beauté qu'ils ont touchée est aussi ce qui les détruira. Je descendis l'escalier sans me retourner, chaque marche me ramenant vers ma prison. En retrouvant la rue sombre et humide, je sentis sur ma peau non pas le souvenir d'une étreinte, mais une marque invisible, le sceau de ma condamnation. L'acte était consumé. La tragédie était en marche, et je savais, avec une certitude qui me glaçait les os, que ses pas se hâtaient déjà dans la nuit pour me rattraper. Le retour dans ma propre maison fut une descente aux enfers. L'air y était plus froid, le silence plus lourd, comme si les murs eux-mêmes avaient senti ma transgression et s'étaient resserrés autour de moi. Chaque objet, chaque meuble familier me semblait hostile, un juge muet qui me condamnait. Le cliquetis de mes propres pas sur le marbre de l'entrée résonnait comme le marteau d'un commissaire-priseur adjugeant ma vie au plus offrant. Je portais encore sur ma peau l'odeur de la chambre de Julien, un parfum étranger de tabac et de papier d'encre qui s'accrochait à mes cheveux comme une preuve silencieuse. Je me hâtais vers ma chambre, espérant me laver de ce parfum, me débarrasser de cette trace de vie avant qu'elle ne soit découverte. Mais je savais qu'il était trop tard. Le crime n'était pas sur ma peau, il était en moi, une braise qui avait consumé l'ancienne Agnès et ne laissait derrière elle qu'une femme marquée au fer rouge, attendant l'inévitable sentence. Il ne m'attendait pas dans le grand salon, mais dans mon propre boudoir, mon sanctuaire profané. Il était assis dans mon fauteuil de lecture, celui où je m'étais réfugié tant de nuits, et sa présence en ce lieu était la plus obscène des violations. Il ne se leva pas lorsque j'entrai. Il se contenta de lever les yeux de l'ombre où il se tenait, et je vis qu'il n'y avait dans son regard ni colère, ni douleur, mais une sorte de triomphe froid et méthodique. L'air était irrespirable. Il n'avait pas besoin de parler. Son silence était une accusation, un procès et une condamnation tout à la fois. Je restais figé sur le seuil, ma main encore sur la poignée de la porte, mon corps entier transformé en un seul nerf à vif, attendant le coup qui allait tomber.
Il me regardait comme un entomologiste observe un spécimen rare, avec une curiosité détachée et cruelle, savourant l'instant qui précède l'épingle qui transpercera le cœur. Et puis, il posa l'objet sur la marqueterie de la table, entre nous, le livre. Ce recueil de poèmes interdits que Julien m'avait donné. La couverture usée semblait crier ma culpabilité à la face de la pièce silencieuse. Mon sang se retira de mon visage, laissant une sensation de froid glacial. Victor fit glisser le livre vers moi d'un mouvement lent et délibéré du doigt. Il avait compris. Il avait tout compris. Il n'avait pas eu besoin d'espions ou de lettres interceptées. Il avait simplement vu la lueur dans mes yeux, ce changement infime dans ma posture, et il avait cherché la source de cette nouvelle vie qui m'animait. Il avait trouvé la clé de mon jardin secret et s'apprêtait maintenant à le saccager, à en arracher chaque fleur à la racine, à en empoisonner la terre pour qu'il n'y pousse plus jamais rien. Le livre, mon symbole de liberté, était devenu la preuve irréfutable de ma trahison. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était douce, presque pédagogique, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Il ne s'agissait pas de jalousie, m'expliqua-t-il avec ce calme effroyable, mais de rétablir l'ordre. Un cancer devait être excisé de la société, et le nom des Delorme devait être purifié. Il me décrivit avec une précision chirurgicale ce qui allait se passer. Il n'y aurait pas de scandale public, pas de divorce, ce serait plus simple, plus propre. Il allait provoquer cet homme, ce Julien Mareuil, en duel. Un duel pour l'honneur, disait-il, mais je savais qu'il s'agissait d'une exécution planifiée. Victor était un tireur d'élite, une chose qu'il ne manquait jamais de démontrer lors des chasses à courre. Quant à moi, mon sort était déjà scellé. Je deviendrais une ombre, confinée entre ces murs, une leçon vivante pour celles qui oseraient rêver au-delà de leurs conditions. Il se leva, ajusta sa redingote et quitta la pièce sans un autre regard pour moi, me laissant seul avec le livre et la certitude de la mort à venir. Le silence qui s'abattit sur le boudoir n'était plus celui de l'oppression, mais celui du tombeau. Je m'effondrais sur le sol, non pas en pleurant, car les larmes étaient un luxe que je ne pouvais plus me permettre, mais en proie à des tremblements incontrôlables. J'avais cherché une bouffée d'air frais et j'avais déclenché un ouragan qui allait tout détruire. Mon évasion n'avait été qu'une illusion. La porte que j'avais cru ouvrir ne menait pas à la liberté, mais à l'échafaud. Et sur cet échafaud, ce n'était pas moi qui allais monter, mais Julien, l'homme qui m'avait appris que le monde était plus vaste qu'une cage dorée. J'avais cru trouver la vie et je n'avais fait qu'apporter la mort. L'aube s'est levée, non comme une promesse, mais comme le drap blanc que l'on tire sur le visage d'un mort. De ma chambre, dont Victor a fait tourner la clé à double tour, je ne vois qu'un carré de ciel gris, une toile vide, sur laquelle s'écrira bientôt la fin de notre histoire. Je n'entends rien, et c'est ce silence qui est le plus assourdissant. Il est rempli de ce que j'imagine, un pré humide de rosée, quelque part au-delà des faubourgs, l'air froid qui pique les poumons, deux hommes en noir se faisant face dans la brume matinale. Je peux presque sentir l'odeur de la poudre, le poids du pistolet dans une main qui n'a jamais tenu que des plumes et des compas. Je suis ici, prisonnière de la soie de mes draps, tandis que là-bas, la vie d'un homme est le prix de mon bref instant de liberté. Chaque seconde qui s'étire est une torture, une attente passive et impuissante qui est la forme la plus aboutie de la cruauté de mon mari. Il ne m'a pas seulement condamné, il m'a forcé à être le public silencieux de ma propre exécution par procuration. Le bruit des roues sur le gravier de la cour a déchiré le silence des heures plus tard. Ce n'était pas le bruit pressé d'un messager, mais le roulement lent et solennel de la calèche de mon mari. J'ai entendu la portière se refermer avec un claquement sec, puis le son de ses bottes sur le perron, des pas mesurés, réguliers, qui ne trahissaient aucune hâte, aucune émotion. Il n'est pas monté tout de suite. Je l'ai entendu donner des ordres d'une voix neutre au valet dans l'entrée, puis se diriger vers son bureau. Ce délai était un calcul, une nouvelle pièce de sa mise en scène macabre. Il me laissait le temps de mourir 1000 fois, de me noyer dans toutes les hypothèses possibles. Mon corps entier s'était transformé en une oreille tendue, mon sang figé dans mes veines. Chaque craquement du parquet, chaque porte qui se fermait au loin était un signe que je tentais de déchiffrer. Puis, enfin,
J'ai entendu ses pas dans le couloir, se rapprochant de ma porte. Le son était celui d'un juge marchant vers son siège pour prononcer une sentence irrévocable. La clé a tourné dans la serrure avec une lenteur calculée. Il est entré. Il était impeccable, comme toujours. Sa redingote était brossée, son col immaculé. Aucune trace de boue, aucune goutte de sueur. Il n'y avait sur lui aucune marque du drame qui venait de se jouer, si ce n'est cette lueur de satisfaction glaciale au fond de ses yeux. Il s'est arrêté au milieu de la chambre et m'a regardé comme on regarde un meuble que l'on vient de faire réparer. Il n'y avait ni colère ni tristesse dans sa voix lorsqu'il parlait, seulement le ton factuel d'un homme d'affaires concluant une transaction. « L'honneur de la famille est lavé », a-t-il dit. « Monsieur Mareuil ne dessinera plus de cartes. » Ces mots, si simples, si prosaïques, ont fait s'effondrer le monde autour de moi. Il n'y a pas eu de cris, pas de larmes, juste un grand vide blanc, un silence intérieur si profond qu'il a tout absorbé, le son de sa voix, la lumière du jour, la sensation même de l'air dans mes poumons. Julien était mort, et avec lui, la seule part de moi qui avait jamais été vivante. Il a poursuivi, sa voix toujours aussi égale, me détaillant mon avenir comme il aurait lu un acte notarié. Il n'était pas question de scandale. Pour le monde, j'étais souffrante, accablée par une mélancolie nerveuse qui nécessitait le calme de la campagne. Je devais partir le jour même pour notre domaine de l'Entre-deux-Mers, une terre isolée dont je n'avais jamais entendu que le nom. Là-bas, je serais soignée, disait-il, mais je comprenais la véritable nature de ce soin. Je serais gardée, surveillée, coupée de tout contact avec l'extérieur. Je deviendrais un fantôme, une rumeur, puis un oubli. Il ne me bannissait pas, il m'effaçait. Il prenait mon nom, mon visage, mon histoire et les enfermait dans un coffre dont lui seul garderait la clé. C'était sa victoire ultime, non pas de me tuer, mais de me condamner à une existence où je ne serais plus rien ni personne, une coquille vide dans une maison silencieuse, le monument éternel de son pouvoir et de ma transgression. Le voyage s'est déroulé dans une calèche aux rideaux tirés, une cellule mobile me transportant d'une prison à une autre. Mais pendant un instant, alors que nous traversions la ville, j'ai écarté le lourd velours pour un dernier regard. J'ai vu les quais, grouillant de cette vie dont j'étais désormais exclu. J'ai vu les façades dorées des hôtels particuliers, des mausolées identiques aux miens. J'ai cru apercevoir la rue Sainte-Catherine, et mon cœur s'est serré à la pensée de cette librairie où tout avait commencé, ce petit havre de papier et d'encre qui avait été le théâtre de notre espoir et le début de notre perte. Chaque pavé, chaque visage anonyme dans la foule était une torture, le rappel d'un monde qui continuerait de tourner sans moi, d'un monde où Julien n'existait plus. Le brouillard de la Garonne montait, enveloppant la ville d'un linceul gris, et j'ai eu l'impression qu'il n'avalait pas seulement les bâtiments, mais aussi mes souvenirs, les dissolvant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous. La demeure de campagne était encore plus silencieuse que celle de la ville. C'était une grande bâtisse de pierre blanche, élégante et froide, posée au milieu d'un océan de vignes et de ciel. Les volets étaient clos sur la plupart des fenêtres, lui donnant l'aspect d'une femme aux yeux fermés, endormie ou morte. Une intendante au visage sévère m'a accueilli sans un mot de bienvenue, ses yeux me scrutant avec une curiosité sans chaleur. Elle et les quelques domestiques au pas feutré seraient mes geôliers. Ma chambre donnait sur un parc impeccablement entretenu, une nature domestiquée, sans un seul sentier menant au-delà de ses murs. C'est ici que mes jours devaient s'écouler, dans un ordre immuable, une répétition sans fin de repas solitaires, de promenades surveillées et de longues nuits sans sommeil. J'ai compris en franchissant le seuil que je n'étais pas entré dans une maison, mais dans mon propre tombeau. Un lieu où mon corps continuerait de respirer longtemps après que mon âme aurait cessé de lutter. Les saisons passent, mais ici, le temps n'a plus de prise. Je suis devenue cette femme pâle qui erre dans les couloirs d'une maison endormie, une histoire que les domestiques se racontent à voix basse. Mon nom, Agnès Delorme, n'est plus qu'une inscription sur de vieux papiers de famille. Pour le monde, je suis morte de chagrin depuis longtemps. Parfois, par la fenêtre de ma bibliothèque, je regarde les vignes changer de couleur, et je pense à toutes celles qui, avant moi et après moi, ont été punies pour avoir désiré autre chose que le silence.
Nos histoires ne sont pas écrites dans les livres d'histoire que mon mari collectionne, ces récits de guerre et de traités menés par des hommes. Elles sont des murmures dans le vent qui balaie ces champs, des secrets enfouis sous la terre froide. Si vous tendez l'oreille, dans le silence des vieilles demeures, vous pourrez peut-être les entendre, ces confessions de femmes que l'on a fait taire, attendant simplement que quelqu'un vienne écouter leur vérité.